Merci de suivre Métro News sur Télémétropole. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre deuxième édition de la semaine. Au sommaire, une vive tension a régné ce mardi en Plaine. Les gangs ont repris du service. Ils ont incendié le sous-commissariat de Seyssels. Des tirs nourris ont été entendus dans la zone. Haïti, à travers la police nationale d'Haïti, exercera un contrôle global sur les opérations qui seront menées par la mission multinationale. La composition, les objectifs, les règles d'engagement et le contrôle sanitaire des troupes seront tous coordonnés et supervisés par les autorités policières haïtiennes, annonce le Conseil présidentiel de transition. En titre également de ce mardi, plusieurs personnes ont été blessées à Bassin-Bleu dans le nord-ouest suite au passage d'un tourbillon. Le phénomène qui s'apparente à une tornade a également détruit plusieurs maisons. Donc, bonsoir à tous, bienvenue au développement des titres de l'actualité. À environ 48 heures du déploiement prévu du premier contingent de la mission multinationale en Haïti, des bandits mènent des attaques contre plusieurs infrastructures policières dans plusieurs communes du département de l'Ouest. À Croix-des-Bouquets, les bandits de Canaan ont détruit le commissariat de Seyssels à l'Île-à-Voix, tandis que ceux des 400 Marozo ont démantelé la prison civile. La prison civile pour femmes à Cabaret a également été attaquée de la même manière. De la commune de Tabar, nous avons appris qu'une vive tension a régné ce mardi. Des tirs nourris ont été entendus. Parallèlement, la situation s'est détériorée à Gressier, où des gangs armés ont tenté de prendre le contrôle de cette commune. De l'après-midi de ce mardi, des affrontements ont eu lieu entre des bandits envahissant la commune de Gressier et les forces de l'ordre. Selon un bilan partiel, plusieurs bandits auraient été abattus et 2 agents de l'ordre blessés. Et pour mieux comprendre cette multiple offensive des gangs armés, ainsi que l'attitude éventuelle à adopter par les bandits avant même la venue de cette force, avec nous le porte-parole de l'Association militaire d'Haïti, Ashley Larac. Bonsoir et bienvenue à Métro News. Bonsoir et bonsoir aux auditeurs et auditrices et spectateurs et téléspectatrices de Radio Télémétro. Monsieur Larac, vous suivez de très près l'actualité, notamment ce qui a trait à la mission qui doit venir en Haïti. Et selon les informations, un premier contingent de policiers doit être dans le pays d'ici 7 semaines. Quelle sera selon vous la réaction des gangs armés quand cette mission sera sur place? Prendront-ils la fuite ou est-ce qu'ils vont riposter, est-ce qu'ils vont résister à cette force? C'est donner un petit peu trop d'importance aux gangs eux-mêmes sans questionner ce que leurs commanditaires vont faire. Puisque les gangs n'existent pas sans leurs commanditaires. Si les informations obtenues durant cette année, cette fin d'année, enfin, fin de l'année dernière, ce début d'année, confirment l'existence de trafic de drogue à haute intensité et une mainmise du secteur des cartels colombiens et très certainement de celui de Sinaloa, nous devons d'abord questionner ce que ces commanditaires vont faire sur un espace qu'ils auront perdu. Et c'est eux les principaux, c'est eux qui motivent les gangs, c'est eux qui leur donnent les moyens de fonctionner et qui leur expédient les armes et tout le reste. C'est d'abord ça. Ensuite, il y a d'autres commanditaires qui se sont créés à partir des marchés qui ont évolué, c'est-à-dire le marché des armes, justement les balles, enfin les munitions, le marché d'autres types de marchés de ce genre, les commanditaires qui font passer des produits en contrebande, les commanditaires qui ont pris l'habitude de faire plus confiance aux gangs qu'à la douane pour faire sortir leurs marchandises. Donc tous ces commanditaires vont avoir des réactions parce que les troupes kenyanes arrivées ici, et je vous fais remarquer que ce ne sont pas les troupes kenyanes qui vont résoudre le problème. C'est la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti. Je vois que les dirigeants de ce pays, du moins ceux qui ont accepté de l'être dans de très mauvaises circonstances, vous en conviendrez, ne parlent jamais des forces armées d'Haïti jusqu'à présent.
J'ai entendu M. Leslie Voltaire, membre du CPT, parler récemment sur Radio-Télé Métropole. Il a fait mention de la police nationale, mais il n'a pas eu le courage de faire mention de l'armée d'Haïti. Bon, nous savons qu'il est de redevance à la sienne et que l'armée n'est pas sa tranche de gâteau, c'est évident. Mais il aurait pu décemment parler de l'armée d'Haïti, puisque l'armée est pour beaucoup dans la résolution, les efforts de résolution de la crise. Monsieur Lara, nous allons justement parler des forces armées d'Haïti un petit peu plus tard dans cette interview, mais revenons à la force qui doit venir en Haïti cette semaine. Comment, selon vous, cette force devrait-elle s'en prendre pour envoyer un message clair, premièrement, aux gangs armés, aux commanditaires, comme vous venez de le mentionner, afin d'aider à freiner ce cycle de violence que nous connaissons en Haïti? Eh bien, je ne suis pas confortable à parler de ce que cette force devrait faire, puisqu'il est inconcevable qu'une force étrangère arrive dans le pays et décide de par elle-même de ce qu'elle doit ou ne doit pas faire. Il faudrait que les autorités haïtiennes, les autorités policières et militaires, qui devraient normalement diriger cette force, ou bien co-diriger cette force et lui donner les informations et instructions nécessaires, et décident. Donc, je préfère dire que le regroupement policier haïtien et l'armée, assister les forces kenyans, devraient normalement prendre des dispositions pour premièrement sécuriser les zones stratégiques, aéroports, ports, zones frontalières, antennes et réserves de pétrole et bon, les axes routiers. Et plus récemment, maintenant, les établissements scolaires et universitaires. Mais bon, ils devraient d'abord mettre en place une campagne, enfin, et faire une stratégie pour sécuriser. Et j'insiste sur le fait que ce ne sont pas les forces kenyennes, mais la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti assister les forces kenyennes qui doivent faire ça. Il n'est pas question que les forces kenyennes prennent des initiatives dans un pays que le nôtre. Sinon, donnons-nous le pays, nous devrions donner le pays entièrement au Kenya. Alors, donc, à la question spécifique, que devraient faire les forces kenyennes, il faudrait qu'ils écoutent l'état-major de la police et l'état-major de l'armée. C'est ce que je répondais. Alors, parlant des forces armées d'Haïti, est-ce qu'il y a eu des rencontres avec les responsables des FADH afin de mieux planifier la venue de la force? Je ne sais pas, je ne suis pas à même de vous répondre, je n'ai pas cette information-là. Et si je l'avais, j'aurais eu un devoir de réserve de toute manière. Mais je ne pense pas, en tant que citoyen, je ne pense pas qu'il y ait eu des rencontres. Sinon, l'armée se serait mieux préparée à recevoir les forces kenyennes et on aurait vu un représentant de l'état-major à l'arrivée de ce contingent de 17 qui sont rentrés hier, paraît-il. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu, et c'est malheureux qu'il n'y ait pas eu de contact réel avec les forces armées d'Haïti pour que celles-ci, d'ailleurs, puissent voir dans quelle mesure elles peuvent profiter de la présence des Kenyans pour moderniser son armée et l'armée d'Haïti. Alors, vous l'aviez dit, les forces armées d'Haïti devraient faire partie de cette mission, du moins les troupes kenyanes devraient également assister les forces armées d'Haïti et la police nationale. D'où la question, quel devrait être le rôle justement de l'armée face à cette mission que nous allons avoir? Vous savez, contrairement à la police, l'armée est entraînée pour sécuriser les zones. Allons dire que la police reprend certaines, ce qu'on appelle des secteurs perdus, des zones perdues. À ce moment, l'armée doit y établir des bases et la sécuriser jusqu'à ce que la police elle-même en reprenne le contrôle complet et puisse permettre à la population de vaquer à ses activités. Tous les espaces qui sont occupés aujourd'hui par les gangs armés, dès que la police et l'armée et l'assistance étrangère, bien sûr, puisqu'elle est inévitable maintenant,
dès qu'ils en reprennent le contrôle, c'est le rôle de l'armée de s'installer durablement dans ces zones-là pour empêcher que les gangs ne reviennent en pleine possession. Donc, ce serait le rôle spécifique de l'armée, protéger les sites stratégiques, etc. La police n'a pas été entraînée ni conçue pour le travail de sécurisation. Elle a été conçue, enfin, les forces de police de par le monde entier sont conçues pour faire respecter l'ordre, la discipline et les lois. Donc, automatiquement, leur mission de récupération finie, l'armée doit en reprendre le contrôle. Alors, tenant compte de la mission même de l'armée, comment expliquer le fait que la force va venir sans pour autant qu'il y ait une préparation avec les forces armées d'Haïti? Comment expliquer la non-participation, on va dire jusqu'ici, avec toute la précaution que ça nécessite, que les forces armées d'Haïti ne fassent pas partie intégrante de cette mission, M. Larac? Bon, je ne peux pas vous affirmer qu'elle n'en fait pas partie intégrante. Je peux simplement constater, comme vous, que les personnes ayant notoriété et étant responsables du gouvernement n'en parlent pas, ce qui n'est pas normal. Donc, fort est de constater en tant que citoyen que si les dirigeants de ce pays n'en parlent pas, c'est qu'elle n'existe pas. Donc, et ça, à ce stade, c'était concevable. On ne peut pas faire rentrer des bottes étrangères, policières ou autres dans un pays sans que l'armée ne soit pas partie prenante de cette décision-là et dise elle-même et ce dont elle a besoin pour se moderniser et se perfectionner. Donc c'est une aberration, mais que nous comprenons vu la situation politique. Vous avez un CP qui est en majorité de redevance lavalassienne. Et il s'agit de ce parti qui avait éliminé l'armée entièrement. Vu l'historique enfin, entre l'armée et le parti Lavalas, nous comprenons la frustration de ces gens-là et leur hésitation à faire rentrer l'armée dans quelque chose. Et nous prenons excusez, mais nous souhaiterions que ces gens prennent de la hauteur pour savoir que tous les pays qui se respectent ont une armée et pour travailler pour le peuple. Il faudrait aussi que nos militaires comprennent aussi que l'armée doit être au service du peuple, pas pour faire des coups d'État. Une armée doit être une armée service et il faut la moderniser pour qu'elle puisse remplir ses fonctions d'à peu près 100 jusqu'à 800 corps de métiers différents. Dernière question, M. Larac, pour mettre fin. Quelles sont vos recommandations pour assurer le succès de cette mission en Haïti? C'est une question que vous auriez dû poser au début parce que la réponse est assez longue. Pour assurer le succès d'une opération comme ça, il faudrait d'abord que les ministères remplissent pleinement leur rôle. On rétablisse l'autorité de l'État dans ce sens. On ne peut pas avoir une mission comme ça sans avoir une campagne de sensibilisation des jeunes. Est-ce que vous avez jamais entendu dans une radio, une télévision ou quoi que ce soit un message de l'État aux jeunes qui rentrent, enfin, qui se jettent dans les gangs, etc. Il n'y a jamais eu de message à ces jeunes-là. Donc, si l'un des jeunes qui est maintenant dans un gang dit qu'il n'a jamais entendu l'État, on ne lui a jamais rien dit d'autre. Les seules choses qu'on voit dans les réseaux sociaux, ce sont les messages d'ISO, de Jeff Canaan, de 400 Maozo dans mon 100 jours. C'est ça seulement qu'il y a sur la toile. Il n'y a jamais eu une initiative de l'État pour contrebalancer cette invasion des réseaux sociaux. Mais vous ne pouvez pas diriger un pays sans une campagne de motivation, une campagne de renforcement de la citoyenneté et du civisme. Et même aujourd'hui, on parle dans les nouvelles du débarquement des forces kenyans. Il n'y a aucune campagne qui demande à la population de se comporter de telle ou telle manière. Ça n'existe pas. Et ça aurait dû exister. Nous, comme population, nous ne savons pas quel comportement nous devons avoir avec les forces kenyennes. Qu'est-ce qu'ils sont autorisés à faire et qu'est-ce qu'ils ne sont pas autorisés à faire. Donc, est-ce que Kenya va m'arrêter dans la rue
pour me demander de fouiller ma voiture, est-ce que je vais accepter? Je ne suis pas certain de devoir accepter, puisque les responsables de mon gouvernement n'ont rien dit. Donc vous allez avoir énormément de problèmes avec cette force-là, puisque je ne suis pas au courant de ce qui leur a été dit, de ce qui leur a été autorisé. Si je vois deux Kenyans sans avoir un responsable de la police nationale à côté d'eux, ou un responsable de l'armée à côté d'eux, me demander d'arrêter mon véhicule, je vais leur foncer dessus. Et tous les citoyens vont faire pareil. Il faut donc que vous allez avoir énormément de dommages collatéraux. Le gouvernement fait une économie de communication. Je ne comprends pas pourquoi. Il faut donc que le Conseil présidentiel de transition, qui dirige cette transition politique dans le pays, puisse communiquer avec la population. Tel est votre message, Monsieur Ashley Larraque. Merci infiniment. Oui. C'est évident, ils nous doivent des explications. Ils doivent un ministre de la communication pour ça. Il y a un ministre qui touche de l'argent. Merci infiniment. Qui est très bien rémunéré à ses gardes de corps. Ce ministre doit parler. Merci encore à vous, Monsieur Ashley Larraque. On le rappelle, vous êtes le porte-parole de l'Association militaire d'Haïti et vous étiez notre invité ce soir. Voilà, chers téléspectateurs, cette entrevue qui prend fin sur l'actualité en ce qui a trait à la mission multinationale qui doit venir d'ailleurs un premier contingent cette fin de semaine. Merci de votre fidélité à Métro News. La suite des informations. Le Conseil présidentiel de transition a eu ce mardi 21 mai une séance de travail fructueuse avec le haut état-major de la police nationale d'Haïti. Dans un message publié sur X, le CPT a indiqué que cette réunion a permis au conseiller président d'échanger avec le directeur général de la police, Franz Elbé, et les membres de la hiérarchie de l'institution policière sur l'opérationnalisation de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Haïti, à travers la police nationale, exercera un contrôle global sur les opérations de cette mission sur le terrain. La composition, les objectifs, les règles d'engagement et le contrôle sanitaire des troupes seront tous coordonnés et supervisés par les autorités policières haïtiennes, lit-on dans cette note. À noter que la mission multinationale créée par la résolution 2699 du Conseil de sécurité devrait être déployée en Haïti avant la fin du mois de mai. La reprise des activités scolaires en uniforme a été constatée cette semaine, touchant à la fois les établissements publics et privés. Des écoliers interrogés par Métropole estiment que le port de l'uniforme symbolise un calme apparent dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et fait partie de la culture du pays. De plus, ils considèrent l'uniforme comme un moyen de protection et de distinction, notamment lorsqu'ils se déplacent dans les rues. Cependant, une autre catégorie d'élèves croit que le danger persiste. La sécurité n'est pas encore résolue et le risque d'être victime en allant à l'école reste élevé. Certains élèves soulignent la nécessité de bénéficier d'un soutien également psychologique en raison du climat actuel. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Nous sommes au lycée de Pétionville où les uniformes sont de retour dans la capitale. Des écoliers interrogés à ce sujet s'expriment librement en faisant la différence entre le port de l'uniforme et se rendre à l'école en couleur. La semaine dernière, je dis là, nous sommes venus en couleur. Ça qui fait nous avoir un sentiment d'insécurité. Parce que l'on est là, en couleur, tout le monde en couleur. Haïti, nous ne par contre, quelqu'un laisse ça ou sujet à n'importe fouille, la police a fait. Mais les en uniforme non plus sécurisé, Haïti a passé normalement. Ça veut dire leur uniforme, même comme si qui mal raisonné depuis le ça dit ça son élève quand même. Les gros types parlent de raisonnement là. Si certains le font à cœur joie, d'autres estiment que les enjeux sont beaucoup trop grands dans le pays pour mettre l'uniforme de côté. C'est une question de culture, ont-ils souligné. Que j'aime des uniformes non, ni tout dans période moi vinn dans tout. Et comme si que me gagne que me pas gagne, mot qui résume les sentiments que me senti c'est étranger. Lorsque me dis étranger, comme si ou mettez valise dans dos, yo gen tant qui côté pour aller mais et comme si ou paraître comme étant un monde qui a fait un péché, un bagage que société a interdit. Et comme c'est le fait qu'on mettez valise dans dos
Et puis, bon, yo suspect qu'on peut aller à l'école. Et si vous dites qu'on peut aller à l'école, il faut retourner la caille. Et même lorsque vous mettez l'uniforme, il y a comme si c'est un monde qui évadé de pénitencier qui marche dans la rue. Donc, étranger dans le sentiment que majorité élèves qui mettent l'uniforme, qui essayent de mettre l'uniforme pour venir à l'école dans le moment, c'est moi qui résume. Et comme si vous venez dans un pays qui est différent de Payo, et comme si vous vivez dans une culture qui n'est pas propre à eux. Comme nous dans la rue, par exemple, comme si c'est élèves nous, de tout ça qui a bien nous plus pour une victime tout. Et l'autre partie que les qui bon, c'est que si il y a un bagage dans la rue à côté que nous connaissons dans le pays pas nous le plus souvent depuis l'école ouverte, on a un petit problème avec. Donc si que nous mettons nous à l'école en couleur, s'il a fait un bagage dans la rue, nous ne doit pas victime parce que c'est couleur nous. Et par contre les nous en uniforme, nous sentons nous plus fierté. Et surtout en tant que lycéens, nous avons plus fierté pour nous entrer à l'école nous avec uniforme. Nous avons plus fierté les marcher dans la rue pour avoir uniforme dans nous. Et côté que li pas beau tout c'est que les nous en uniforme surtout dans Jean pays nous là nous c'est sujet pour nos victimes. Il est évident que la reprise des activités scolaires comme à l'ordinaire est un bon point. Certes, d'un autre côté, les écoliers soulignent que le contexte en demeure encore fragile. Les conditions d'apprentissage ne sont pas tout à fait réunies. Culturellement en Haïti, uniforme c'est Mac fabrique l'école. Donc nous sans uniforme nous avons l'impression que nous faisons partie de la masse. Donc de la masse qui c'est que nous exposés avec tout danger qui gagne. Et dans l'école là tout, uniforme c'est un signe de familiarisation qui gagne. C'est parce que nous avons l'impression que nous tous semblés. Donc retourner l'école en uniforme, c'est un atout majeur. Et pour nous dans l'année ça parce que ça permet de nous reconsidérer l'école là, nous sentons plus l'école que par rapport avec le nous en couleur, nous sembler avec le monde quelconque. Donc c'est vraiment important pour nous même pour nous reprendre l'école en uniforme parce que ça fait nous sentir que au moins il y a un calme qui a retourné. Ce climat d'insécurité n'est pas sans conséquence sur le quotidien des écoliers. En tant qu'écolier, nous avons des impacts la fête plus moralement. Très souvent, ça a déconcentré nous parce que nous sommes jeunes, nous avons grandi et nous pouvons vraiment ouais, côté que nous pouvons passer pour faire ça que nous devons faire. Ça a un impact direct sur nous en tant qu'élèves parce que d'abord, en tant qu'être humain, le premier élément au besoin pour bien fonctionner, au besoin de la paix, au besoin de tranquillité. Donc il faut qu'il y ait une sécurité, pour qu'il y ait une paix d'esprit, pour capable de travailler. Mais en Haïti, on a l'impression que l'insécurité a fait partie du quotidien nous. Donc nous sommes obligés de mettre nos dynamiques côté, nous essayer de familiariser nous avec l'insécurité pour continuer à avancer parce que nous n'avons pas intérêt pour nous faire bac. C'est dans ce contexte que Valérie Dutreuil-Jacques se fait le devoir de solliciter de la part des responsables d'un établissement scolaire un appui psychologique pour les écoliers. Une promotion pour l'école sans stress. Côté nous pour nous bailler appui psychologique, appui social, encadrer, faire comprendre que oui, le pays a vécu un moment difficile. Et voilà, amis téléspectateurs, il y a justement une reprise des activités scolaires. Il faut dire que depuis la semaine écoulée, il y avait la reprise, mais il y avait une grande différence. La semaine écoulée, c'était en couleur, alors que cette semaine, la reprise se fait en uniforme. Bon nombre d'écoliers n'ont pas caché leur satisfaction par rapport à cette nouvelle mesure. Il y en a qui estiment que le fait de porter l'uniforme pour se rendre à l'école, ça signifie qu'il y a un calme apparent qui règne dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, et bien d'autres vont plus loin dans leur réflexion en affirmant que l'État, à travers les établissements publics, commence à donner le ton. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télé Métropole. Un mot de météo à Métro News. À Bassin-Bleu, dans le nord-est, un tourbillon a fait de nombreux blessés ce mardi 21 mai de l'après-midi. Le phénomène qui s'apparente à une tornade n'a pas duré, mais a causé d'énormes dégâts. Plusieurs maisons ont été détruites dans la localité dénommée Tissous. Même la circulation automobile a été perturbée pendant le passage de la bourrasque. Plusieurs blessés ont été transférés à l'hôpital de Bassin-Bleu qui a été débordé. Par ailleurs, selon l'unité hydrométéorologique d'Haïti, un creux robuste en altitude continue d'avancer tout en se renforçant pour impacter significativement le temps des régions centrales des Grandes Antilles. Mercredi et jeudi, de fortes pluies, des orages épars et des rafales de vent résultant du creux sont prévus sur le pays. Ces pluies pourraient provoquer des inondations et des glissements de terrain, notamment sur la Grande Anse, le sud, le sud-est, les Nippes et l'ouest, en journée et en soirée de demain.
En nécrologie, la communauté protestante et le quartier général de la mission baptiste conservatrice d'Haïti pleurent le décès ce lundi du missionnaire américain pasteur Wallace Turnbull à l'âge de 99 ans. Pasteur Turnbull a dédié sa vie à impacter des vies en Haïti, où il a œuvré depuis son arrivée en 1946. Il est le fondateur de la mission conservatrice baptiste d'Haïti, qui scolarise plus de 200 000 élèves et a réalisé de nombreux projets dans divers domaines, comme l'agriculture, la santé et la construction. En mars 2014, l'ancien président Michel Martelly l'a décoré de l'ordre Honneur et Mérite pour son œuvre colossale auprès des communautés vulnérables. M. Turnbull était apprécié pour sa contribution au développement du pays et à l'amélioration des conditions de vie de nombreux Haïtiens. Son décès est considéré comme une grande perte pour la communauté religieuse et pour Haïti, qui lui est profondément reconnaissante. Nous refermons notre deuxième édition de Metro News pour la semaine. Avant de partir, voici l'essentiel de l'information qui a été développée ce mardi. Une vive tension a régné en plaine. Les gangs ont repris du service. Ils ont incendié le sous-commissariat de Cesles. Des tirs-de-ré ont été entendus dans la zone. Haïti, à travers la police nationale d'Haïti, exercera un contrôle global sur les opérations qui seront menées par la mission multinationale. La composition, les objectifs, les règles d'engagement et le contrôle sanitaire des troupes seront tous coordonnés et supervisés par les autorités policières haïtiennes, annonce le Conseil présidentiel de transition. Et puis plusieurs personnes ont été blessées ce mardi à Bassin-Bleu, dans le nord-ouest, suite au passage d'un tourbillon. Le phénomène qui s'apparente à une tornade a également détruit plusieurs maisons. Voilà ce qui met fin à cette édition de Metro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain mercredi sur Télémétropole. Bonsoir.